Versailles, le palais le plus éblouissant du monde, des lustres en cristal, des miroirs à l'infini, des fêtes qui duraient des nuits entières. Mais ce qu'on ne vous a jamais montré, c'est ce qui se passait dans les couloirs sombres, loin des dorures. Parce que derrière la splendeur, il y avait l'odeur des corps qu'on évacuait en silence, la nuit, sur des charrettes, pendant que le roi dansait. 10 000 personnes vivaient dans ce palais, des nobles, des gardes, des cuisiniers, des servantes, et parmi eux, on mourait. On mourait beaucoup, de maladies, d'épuisement, de misère cachée sous la soie. Et voici ce que personne ne raconte. À Versailles, même la mort avait un rang. Un prince mort était embaumé, divisé en morceaux, son cœur envoyé dans une abbaye. Un serviteur mort n'avait droit à rien. Pas de tombe, pas de nom, pas de souvenir, juste le silence. Et le plus troublant dans cette histoire, c'est que des milliers de ces corps reposent encore aujourd'hui sous la ville de Versailles, sans que personne ne sache exactement où. Avant de plonger dans cette histoire, dites-moi en commentaire depuis quel pays vous regardez cette vidéo. La France, le Canada, la Belgique, la Suisse ou peut-être encore plus loin. Et si vous aimez les vérités cachées de notre histoire, abonnez-vous. Chaque semaine, on ouvre ensemble des portes que les livres d'école ont toujours gardées fermées. L'histoire commence maintenant. On vous a appris que Versailles était un palais. C'est faux. Versailles n'a jamais été un palais, c'était une ville. Une ville entière, enfermée dans des murs dorés, avec ses rues invisibles, ses quartiers de misère, ses hiérarchies impitoyables et ses secrets enfouis sous des tonnes de marbre et de silence. Pour comprendre ce qu'on faisait des morts à Versailles, il faut d'abord comprendre comment on y vivait. Et croyez-moi, la réalité n'a rien à voir avec l'image qu'on vous a transmise. Quand Louis XIV décide d'installer définitivement la cour à Versailles, en 1682, il ne construit pas une résidence royale. Il construit un piège magnifique, certes, mais un piège quand même. L'idée est simple et elle est redoutable, rassembler toute la noblesse de France en un seul lieu, sous ses yeux, pour mieux la contrôler. Fini les complots dans les châteaux de province, fini les soulèvements loin de Paris. Désormais, chaque duc, chaque comte, chaque marquis devra vivre à portée de regard du roi. Et pour les attirer, Louis XIV transforme Versailles en un spectacle permanent. Des fêtes, des chasses, des opéras, des bals, des jeux, des cérémonies. Tout est pensé pour fasciner, pour éblouir, pour rendre la cour irrésistible. Et ça fonctionne. En quelques années, Versailles devient le centre du monde. Des milliers de personnes affluent. Des nobles, bien sûr, entre 3 000 et 5 000 courtisans selon les périodes. Mais pour chaque noble, il faut des serviteurs. Un duc ne se déplace pas seul. Il arrive avec ses valets, ses cuisiniers, ses cochers, ses secrétaires, parfois ses confesseurs. Une duchesse amène ses dames de compagnie, ses femmes de chambre, ses nourrices. Multipliez cela par des centaines de familles et vous obtenez un chiffre vertigineux. Selon l'historien William Ritchie Newton, qui a consacré des années à étudier l'espace intérieur du château, entre 5 000 et 10 000 personnes vivent en permanence dans l'enceinte de Versailles au sommet du règne de Louis XIV. 10 000 âmes entassées dans un bâtiment qui, malgré son immensité apparente, n'a jamais été conçu pour accueillir autant de monde. Et c'est là que le décor commence à se fissurer, parce que derrière la galerie des glaces, derrière les jardins de Le Nôtre, derrière les fontaines et les statues,
il y a une réalité que personne n'ose montrer, la réalité des couloirs, des escaliers de service, des combles, des sous-sols, des chambres minuscules, sans fenêtres, sans air, où s'entassent les domestiques. Mathieu d'Avignat, historien spécialiste de la vie quotidienne à Versailles, décrit des conditions de promiscuité effarantes. Certains serviteurs dorment à 6 ou 8 dans des pièces de quelques mètres carrés, sous les toits brûlants en été, glacial en hiver. Ils n'ont pas de latrine, pas d'eau courante, pas de chauffage. Ils partagent leur espace avec des rats, des puces, des poux. Et ce n'est pas seulement le problème des serviteurs. Même les courtisans, ces nobles si fiers de leur rang, vivent dans des conditions que nous trouverions aujourd'hui inacceptables. Le duc de Saint-Simon, l'un des mémorialistes les plus célèbres de l'époque, décrit dans ses mémoires des scènes stupéfiantes, des courtisans qui se soulagent dans les couloirs, derrière les rideaux, dans les escaliers, faute de latrines en nombre suffisant. Des ordonnances royales sont régulièrement publiées pour interdire ces pratiques, preuve qu'elles étaient courantes. L'une d'elles, datée de 1685, demande expressément aux habitants du château de ne plus faire leurs ordures dans les passages et les escaliers. Le fait même qu'il faille écrire une telle ordonnance en dit long sur la réalité quotidienne. Les odeurs, à Versailles, sont omniprésentes. On les combat avec du parfum. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles la cour de France est devenue la capitale mondiale du parfum. Ce n'est pas par raffinement, c'est par nécessité. Il faut masquer l'odeur des corps mal lavés, des excréments mal évacués, des eaux stagnantes, des cuisines surchargées, des écuries adjacentes, des animaux qui circulent jusque dans les appartements. Car les chiens de chasse du roi ont parfois plus de place que les serviteurs. Et dans cet univers déjà suffocant, il y a un problème que personne ne veut voir, un problème silencieux, quotidien, inévitable, la maladie, la mort, parce que dans un lieu aussi peuplé, aussi dense, aussi mal ventilé, aussi dépourvu d'hygiène élémentaire, les maladies se propagent à une vitesse foudroyante. La variole, d'abord, le fléau du XVIIe siècle, qui ne fait aucune distinction entre un prince et un palefrenier. La dysenterie, ensuite, favorisée par l'eau contaminée et la nourriture mal conservée, les fièvres puerpérales qui tuent les femmes après l'accouchement, même les princesses, les infections, les abcès, les gangrènes que la médecine de l'époque est totalement incapable de soigner. Car il faut le rappeler, au XVIIe siècle, les médecins ne comprennent pas les microbes. Ils ne comprennent pas la contagion. Leur principal remède, c'est la saignée, qui, dans la majorité des cas, affaiblit encore davantage le malade. La mortalité infantile est terrifiante, même dans la famille royale. Louis XIV et Marie-Thérèse ont eu 6 enfants. Un seul a survécu jusqu'à l'âge adulte, le grand dauphin. Les 5 autres sont morts en bas âge. 5 enfants royaux, nés dans le château le plus riche d'Europe, entourés des meilleurs médecins du royaume, et morts avant d'avoir pu marcher. Si la mort frappe ainsi au sommet, imaginez ce qu'elle fait en bas de l'échelle, chez les nourrices, les lavandières, les porteurs d'eau, les gardes suisses, les palefreniers. Ceux-là n'ont même pas accès à un médecin. Quand ils tombent malades, on les pousse dans un coin, et quand ils meurent, on les fait disparaître. Car voilà le cœur du problème. À Versailles, la mort est un embarras. Elle contredit tout ce que le palais est censé représenter. La perfection, l'éternité,
la puissance absolue du roi. La mort est un désordre, une souillure, une faille dans le décor. Et Louis XIV, qui contrôle chaque détail de la vie à sa cour, la façon dont on s'habille, la façon dont on mange, la façon dont on s'assoit, la façon dont on s'adresse à lui. Louis XIV ne peut pas contrôler la mort, mais il peut contrôler ce qu'on en fait. Il peut contrôler ce qu'on en montre, et surtout ce qu'on en cache. Et c'est précisément ce système, cette mécanique invisible, silencieuse, impitoyable, que nous allons maintenant découvrir. Parce que la façon dont Versailles traitait ses morts révèle une vérité bien plus profonde que tout ce que ces miroirs ont jamais reflété. À Versailles, tout était une question de rang, la place qu'on occupait à table, le droit de s'asseoir en présence du roi, le type de fauteuil, un tabouret, une chaise à dos ou rien du tout, la façon dont on frappait à une porte, du bout des doigts pour un prince, de la paume pour un courtisan ordinaire. Chaque geste, chaque mot, chaque regard était codifié par une étiquette d'une précision maniaque, et la mort ne faisait pas exception. Bien au contraire, la mort à Versailles était peut-être le moment où les hiérarchies se révélaient avec le plus de brutalité, parce que mourir, dans ce palais, n'était pas un événement privé. C'était un acte public, politique, soumis à des règles aussi rigides que celles du lever du roi. Commençons par le sommet. Quand un membre de la famille royale meurt, c'est tout le château qui bascule. Versailles entre dans un état de suspension. Les fêtes s'arrêtent. Les courtisans changent de tenue. Les miroirs sont parfois voilés. Et autour du corps commence un rituel aussi fascinant que macabre. Le corps est d'abord ouvert. Littéralement, les chirurgiens du roi pratiquent une autopsie, non pas pour comprendre la cause de la mort, la médecine de l'époque en est rarement capable, mais pour accomplir un rite ancestral, la séparation du corps. Le cœur est extrait et placé dans une urne de vermeil. Les entrailles sont retirées et conservées dans un récipient distinct. Le reste du corps est embaumé, ou du moins, on essaie, car les techniques d'embaumement du XVIIe siècle sont rudimentaires. On vide les cavités, on les remplit d'herbes aromatiques, de vinaigre, d'épices. On enveloppe le tout dans des linges imbibés de parfums. Et malgré tout cela, les résultats sont souvent désastreux. Le cas de Louis XIV lui-même est éloquent. Quand le roi meurt le 1er septembre 1715, après une agonie de plusieurs semaines causée par la gangrène qui a dévoré sa jambe, son corps est dans un état de décomposition avancé. Les mémorialistes de l'époque décrivent une odeur insoutenable qui envahit les appartements. Le corps est transporté de nuit vers la basilique de Saint-Denis, la nécropole des rois de France. Et Saint-Simon rapporte une scène incroyable. Le convoi funèbre traverse les rues, et au lieu de pleurer, des Parisiens lèvent leurs verres, rient et lancent des insultes au passage du cercueil. Le roi Soleil, celui qui avait voulu être adoré comme un dieu, est moqué jusque dans la mort. Mais revenons à ce rituel de séparation. Le cœur, les entrailles et le corps partaient à chacun dans une direction différente. Le cœur d'une reine pouvait être envoyé au Val-de-Grâce, celui d'un prince à l'église Saint-Paul-Saint-Louis, à Paris, les entrailles dans une autre abbaye encore. Le corps, lui, rejoignait Saint-Denis, un seul être humain, dispersé en 3 lieux distincts, comme si même dans la mort, un membre de la famille royale devait continuer à rayonner, à occuper l'espace, à marquer le territoire. Descendons maintenant d'un échelon, les courtisans. Pour eux aussi,
La mort est une affaire de protocole, mais les règles sont plus cruelles, car tout le monde n'a pas le droit de mourir à Versailles. Cela peut sembler absurde, et pourtant c'est la stricte réalité. Mourir dans l'enceinte du château est un privilège réservé aux plus hauts rangs. Un courtisan de rang inférieur qui sent la fin approcher doit quitter les lieux. On le transporte hors du château, parfois dans un état de faiblesse extrême, pour qu'il aille mourir ailleurs, dans une maison de la ville, chez un parent, dans une auberge s'il le faut. L'important, c'est qu'il ne souille pas les murs du palais par une mort indigne de son rang. Et ceux qui ont le privilège de mourir à Versailles bénéficient d'honneurs proportionnels à leur titre. Un duc a droit à une veillée, des prières, un cortège. Un simple baron a droit à beaucoup moins. Tout est minutieusement calculé, hiérarchisé, contrôlé. La mort elle-même est mise en scène. Mais il reste une catégorie dont on ne parle jamais. La plus nombreuse, la plus invisible, les serviteurs, les gardes, les cuisiniers, les palefreniers, les blanchisseuses, les porteurs d'eau, tous ceux sans qui Versailles n'aurait pas pu fonctionner une seule journée. Quand l'un d'entre eux meurt, il n'y a pas de cérémonie, pas de cortège, pas de veillée. Le corps est sorti discrètement par les passages de service, ces couloirs étroits et sombres que les courtisans ne voient d'Assawa jamais. Il est chargé sur une charrette, souvent la nuit, et transporté vers l'une des paroisses de la ville, Notre-Dame de Versailles ou le cimetière Saint-Louis. L'enterrement est rapide, sommaire, sans plaque, sans inscription, sans mémoire. Et pendant que ce corps anonyme disparaît dans la terre, à quelques centaines de mètres de là, dans la galerie des glaces, un orchestre joue, des courtisans dansent, et le roi soupe en public devant des dizaines de spectateurs ébahis. Deux mondes, un seul palais, et entre les deux, un mur invisible que personne n'a jamais eu intérêt à abattre. Maintenant que vous connaissez la hiérarchie des morts à Versailles, entrons dans les détails que personne ne raconte. Ce qui se passe après le dernier souffle, quand il faut s'occuper du corps. Parce que la mort, au-delà du chagrin et du protocole, pose un problème très concret, un problème physique, organique, urgent. Un corps se décompose. Et dans un palais, sans réfrigération, sans morgue, sans système sanitaire moderne, cette décomposition commence en quelques heures. Prenons le cas des morts royaux. L'embaumement, en théorie, devait préserver le corps suffisamment longtemps pour permettre les cérémonies funèbres qui pouvaient durer plusieurs jours, parfois plusieurs semaines. Mais en pratique, c'était un désastre. Les chirurgiens du roi ouvraient le corps à l'aide de scalpels et de ciseaux. Ils retiraient les organes, un par un, le cœur, les poumons, les intestins, le foie. Ils lavaient les cavités avec du vinaigre et de l'eau de vie. Ils remplissaient le vide avec des herbes aromatiques, du thym, du romarin, de la lavande, parfois des épices importées à grands frais. Puis ils recousaient le tout et enveloppaient tout le corps dans des bandelettes imprégnées de baume. Et malgré toute cette procédure, ça ne marchait presque jamais. Le cas d'Henriette d'Angleterre, en 1670, est un des plus révélateurs. Henriette, belle-sœur de Louis XIV, épouse de son frère Philippe d'Orléans, meurt en quelques heures dans des souffrances atroces. Elle a 26 ans, la veille encore. Elle riait, elle dansait, et soudain, une douleur fulgurante dans le ventre, des convulsions, des cris, puis le silence. La cour est sous le choc. Louis XIV est bouleversé, et immédiatement les soupçons d'empoisonnement se répandent comme une traînée de poudre.
Alors on ouvre le corps, pas dans l'intimité, devant des médecins, des diplomates, des témoins officiels, parce que cette mort est politique. L'Angleterre exige des explications. L'autopsie devient une affaire d'État. Les chirurgiens examinent chaque organe, cherchent des traces de poison, débattent entre eux devant le cadavre encore chaud d'une jeune femme de 26 ans. Ils concluent à une péritonite, un abcès de l'intestin qui a éclaté. Pas d'empoisonnement, selon eux, mais les doutes persistent pendant des siècles. Et pendant que les médecins se disputent, le corps d'Henriette commence à se décomposer sur la table. Bossuet prononcera quelques jours plus tard l'une des oraisons funèbres les plus célèbres de l'histoire de France. « Madame se meurt, Madame est morte ». Des mots sublimes, immortels, gravés dans la mémoire collective. Mais personne ne cite jamais ce qui s'est passé entre la mort et l'oraison. Les heures sombres, les mains des chirurgiens dans les entrailles, l'odeur qui monte, les mouches qu'on chasse, c'est ça aussi, mourir à Versailles. 13 ans plus tard, en 1683, c'est la reine Marie-Thérèse qui meurt. L'épouse officielle de Louis XIV, celle qu'il a épousée par devoir politique et délaissée toute sa vie au profit de ses maîtresses. Elle meurt d'un abcès au bras, mal soignée, infectée. Elle a 44 ans. On lui attribue alors cette phrase célèbre de Louis XIV. « C'est le seul chagrin qu'elle m'ait causé ». La phrase est probablement apocryphe, ou du moins déformée par les mémorialistes. Mais elle dit tout du rapport du roi à cette femme qu'il n'a jamais vraiment regardée. Son corps est embaumé selon le protocole. Le cœur est extrait. Les entrailles sont séparées. Tout est envoyé dans les lieux prévus par la tradition. Et la vie reprend à Versailles comme si rien ne s'était passé. Car c'est peut-être le plus frappant dans toute cette mécanique, la vitesse avec laquelle le palais efface ses morts. Un prince meurt, on pleure, on prie, on embaume, on transporte, et dès que le corps a quitté les murs, les rideaux sont rouverts, les bougies rallumées, la musique reprend. Versailles ne s'arrête jamais. Le spectacle doit continuer. La mort est un incident de parcours, un contretemps dans la grande représentation du pouvoir. Mais si la mort des princes est au moins documentée, célébrée, ritualisée, celle des serviteurs ne laisse presque aucune trace. Les registres paroissiaux de Versailles, conservés aux archives départementales des Yvelines, permettent de reconstituer partiellement le parcours d'un domestique mort dans le château. Le corps est confié au porteur de service. Il est sorti par les passages dérobés, ces couloirs étroits, ces escaliers en colimaçon que les architectes ont conçus pour que les serviteurs puissent circuler sans jamais croiser les nobles. Le corps descend par ces artères invisibles, chargé sur une civière de fortune ou enroulé dans un simple drap. Il est déposé sur une charrette dans une cour de service et il part, dans la nuit, vers le cimetière paroissial le plus proche. Là, on l'enterre dans une fosse commune ou dans une tombe sans nom. Pas de discours, pas de Bossuet, pas de cœur en urne de vermeil, juste la terre qui se referme, et le lendemain matin, quelqu'un d'autre prend sa place à Versailles, comme si cette personne n'avait jamais existé. Le système fonctionnait. Les morts royaux partaient vers Saint-Denis, dans des cercueils de plomb. Les morts anonymes disparaissaient la nuit sur des charrettes, et entre les deux, Versailles continuait de briller, de danser, de fasciner le monde entier. Mais il y a eu des moments où ce système parfaitement huilé a craqué, des moments où la mort est arrivée en si grand nombre,
si vite, si brutalement, que même la machine versaillaise n'a pas pu faire semblant. Et le plus dévastateur de ces moments survient entre 1711 et 1712, 2 années qui vont transformer le palais le plus puissant d'Europe en un tombeau. Tout commence en avril 1711. Le grand dauphin, fils unique survivant de Louis XIV, l'héritier du trône, celui qui attend depuis des décennies de devenir roi, contracte la variole à Meudon. Il a 49 ans. La maladie le terrasse en quelques jours. Le 14 avril, il est mort. Louis XIV, qui a 72 ans, perd son fils. Le choc est immense. Mais le roi se redresse. Il y a d'autres héritiers. Le duc de Bourgogne, petit-fils du roi, est désormais premier dans l'ordre de succession. Il est jeune, brillant, profondément pieux. La cour se tourne vers lui. L'avenir semble assuré. Il ne l'est pas. Moins d'1 an plus tard, en février 1712, la duchesse de Bourgogne tombe malade. Marie-Adélaïde de Savoie. Elle a 26 ans. Elle est la lumière de Versailles, vive, espiègle, adorée par Louis XIV, qui voit en elle la seule personne capable de le faire rire dans ses vieux jours. Une fièvre violente la saisit. Des taches rouges apparaissent sur son corps. Les médecins s'affolent. Ils la saignent. Encore et encore. Ils lui administrent de l'émétique, des purges, des remèdes qui l'affaiblissent davantage à chaque heure. Le 12 février, Marie-Adélaïde meurt. Versailles est frappé de stupeur, mais le cauchemar ne fait que commencer. 6 jours plus tard, le 18 février, c'est le duc de Bourgogne lui-même qui succombe à la même maladie. Le petit-fils de Louis XIV, l'héritier du trône, mort à 29 ans, 6 jours après sa femme. Le couple est parti ensemble, emporté par la même fièvre, probablement la rougeole, peut-être combinée à la variole. Les médecins ne savent pas, ils ne comprennent pas. Ils continuent de saigner, de purger, de tuer en croyant soigner. Et ce n'est pas fini. Le 8 mars, le fils aîné du couple, le petit duc de Bretagne, 5 ans à peine, meurt à son tour. Même maladie, même symptômes, même médecin impuissant. En l'espace de quelques semaines, 3 générations d'héritiers ont été fauchées, et il ne reste plus qu'un seul survivant dans la lignée directe, un enfant de 2 ans, le futur Louis XV, un bébé fragile, lui aussi atteint par la fièvre, que sa gouvernante, Madame de Ventadour, a arraché de force aux médecins. Elle a refusé qu'on le saigne, elle a refusé les purges. Elle l'a gardé, contre elle, dans ses bras, en défiant les docteurs de la cour. Et c'est probablement ce geste, ce simple acte de désobéissance, d'une femme contre toute l'autorité médicale du royaume, qui a sauvé la monarchie française. Imaginez maintenant Louis XIV, 73 ans, assis dans ses appartements, seul. Autour de lui, des pièces vides, des appartements qui résonnaient encore la veille, des rires de Marie-Adélaïde, de la voix de son petit-fils, des cris des arrière-petits-enfants. Et maintenant, le silence. Versailles entier sent la cire des cierges, l'encens des prières, et cette odeur lourde, douceâtre, que les parfums n'arrivent plus à couvrir. Le roi le plus puissant d'Europe, l'homme qui a fait trembler des nations, qui a construit ce palais pour défier le temps et la mort, se retrouve face à la seule ennemie qu'il n'a jamais pu vaincre. Et pendant ce temps, dans les étages inférieurs, dans les combles, dans les cuisines, dans les écuries, une autre hécatombe se poursuit dans le silence total. Les serviteurs meurent aussi, les mêmes fièvres, les mêmes maladies,
la même eau contaminée, le même air vicié. Mais pour eux, pas de mémorialiste, pas de Saint-Simon pour décrire leur agonie, pas de Dangeau pour noter la date dans son journal. Les registres paroissiaux de Versailles montrent des pics de mortalité brutaux pendant ces années, des colonnes de noms, quand il y a des noms, qui s'allongent page après page. Mais la plupart de ces morts n'ont laissé qu'une ligne d'encre sur un registre jauni quand ils ont eu cette chance. Versailles a tenu, le palais n'a pas fermé, les murs n'ont pas tremblé, mais quelque chose s'est brisé dans ces années-là, quelque chose d'invisible, de profond, que même les dorures et les miroirs ne pouvaient plus dissimuler. La mort avait prouvé qu'elle était la seule véritable maîtresse de ces lieux. 3 siècles ont passé. Versailles est toujours debout. Chaque année, des millions de visiteurs traversent la galerie des glaces, admirent les jardins, photographient la chambre du roi. Ils repartent émerveillés, éblouis par tant de beauté, mais aucun d'entre eux ne se doute de ce qui repose sous leurs pieds, parce que les morts de Versailles n'ont pas disparu. Ils sont toujours là, et parfois ils ressurgissent. Lors de travaux d'aménagement dans la ville de Versailles, des chantiers de voirie, des rénovations de bâtiments, des extensions de réseaux souterrains, des ouvriers ont régulièrement fait la même découverte. Des ossements, des squelettes, des restes humains enfouis à quelques mètres sous la surface, parfois directement sous des trottoirs, des parkings, des immeubles modernes. L'Institut national de recherche archéologique préventive, l'INRAP, a mené plusieurs campagnes de fouilles dans le périmètre de Versailles et a mis au jour des sépultures oubliées, des cimetières effacés, des fosses dont personne ne soupçonnait l'existence. L'ancien cimetière du Parc aux Cerfs, celui de la paroisse Notre-Dame, celui de Saint-Louis, tous ces lieux où l'on enterrait les morts du château ont été progressivement recouverts par l'expansion de la ville. Les tombes ont disparu sous le béton, mais les corps, eux, sont restés. Et il y a une ironie terrible dans cette découverte, parce que les morts qu'on retrouve aujourd'hui sont presque toujours les mêmes, les anonymes, les serviteurs, les domestiques, les petites gens, ceux qui n'avaient pas droit à un caveau de famille, pas droit à une dalle gravée, pas droit à un mausolée. Leurs os sont mêlés, entassés, impossibles à identifier. Ils n'ont pas de nom, pas de visage, pas d'histoire, juste des fragments de squelettes que les archéologues examinent avec précaution avant de les reconditionner dans des caisses en plastique. Les rois, eux, on les a retrouvés depuis longtemps, ou plutôt, on a retrouvé ce qu'il en restait, car les rois de France ont subi un dernier outrage que même Louis XIV n'aurait pas pu imaginer. En octobre 1793, en pleine terreur révolutionnaire, la Convention ordonne l'ouverture des tombes royales de la basilique de Saint-Denis. Pendant plusieurs jours, les révolutionnaires exhument les corps des rois et des reines de France. Ils ouvrent les cercueils de plomb. Ils sortent les restes, certains réduits en poussière, d'autres étrangement conservés. Et ce qu'ils découvrent les stupéfie. Le corps d'Henri IV, mort en 1610, est presque intact. 183 ans après son assassinat, son visage est encore reconnaissable. Les révolutionnaires l'exposent au public pendant plusieurs jours, debout, appuyé contre un pilier de la basilique. Les gens défilent devant ce roi mort depuis près de 2 siècles, le touchent, lui arrachent des morceaux de barbe en guise de souvenir. Puis, comme les autres,
il est jeté dans une fosse commune remplie de chaux vives. Les cercueils de plomb sont fondus pour en faire des balles de mousquet. En quelques jours, des siècles de mémoire royale sont réduits à néant. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En 2008, plus de 2 siècles après la profanation, une équipe menée par le médecin légiste Philippe Charlier authentifie une tête momifiée qui circulait depuis des décennies dans des collections privées. Grâce à des analyses ADN et des recoupements historiques, il confirme qu'il s'agit bien de la tête d'Henri IV, séparée du corps lors des exhumations révolutionnaires. Un roi de France, décapité symboliquement 2 siècles après sa mort, retrouvé dans un grenier. L'histoire a parfois un sens de l'ironie que même le meilleur romancier n'oserait pas inventer. Les rois reviennent. On les identifie, on les étudie, on débat de leur réinhumation. Ils continuent de faire parler d'eux, même en morceaux, même en poussière. Mais les serviteurs de Versailles, eux, ne reviendront jamais. Personne ne cherchera leur ADN. Personne ne reconstituera leur visage. Personne ne prononcera leur nom. Ils resteront ce qu'ils ont toujours été, le fondement invisible d'un monde qui ne les a jamais regardés. Et c'est peut-être là que se trouve la leçon la plus profonde de toute cette histoire. Versailles, dans sa magnificence absolue, était aussi une machine à trier les êtres humains, vivants et morts, visibles et invisibles, ceux qui méritaient un cœur en urne de vermeil et ceux qui méritaient une fosse sans nom. Ce système n'était pas un accident, c'était un choix politique, social, moral, et ce choix en dit plus sur la France de l'Ancien Régime que toutes les dorures de la Galerie des Glaces. Versailles voulait être éternel, mais ceux qui l'ont bâti, ceux qui l'ont habité, ceux qui l'ont servi, tous ont fini dans la terre. Et tandis que les lustres brillent encore au-dessus des touristes du XXIe siècle, quelque part, sous les pavés, sous les jardins, sous la ville nouvelle, des milliers de corps reposent sans nom. Ils sont le vrai fondement de Versailles, et leur silence est peut-être la seule vérité que ce palais n'a jamais su raconter.